Très bien, merci. Je voudrais remercier les organisateurs et les présentateurs qui m'ont invité à participer à cette session magnifique. J'ai entendu parler de la séance de l'année dernière et je suis vraiment très content de participer cette année. Je m'excuse pour ma chambre qui est toute noire. En fait, il est 5 heures du matin ici. Mais je suis sûre que c'est aussi le cas pour plusieurs d'entre vous et donc je vous remercie de votre engagement à participer samedi matin. Et l'une des choses dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, je sais que le thème général de cette session est de développer les capacités individuelles des évaluateurs. Et l'une des facettes les plus intéressantes de ceci, c'est qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits dans les domaines méthodologiques. Et je pense qu'ils ont eu un impact important sur l'évaluation et sur notre méthode. Par exemple, l'utilisation de Twitter par les Nations Unies afin de suivre les avances des maladies dans les différentes régions, bien sûr l'utilisation de Facebook, etc. Et l'une des choses qui m'intéresse, c'est comment nous pouvons éventuellement occuper ces différentes nouvelles capacités. Cela devrait être, disons, l'objectif de ma session à présent. Cela fait un certain temps que je m'occupe de la recherche sur cela, sur l'évaluation et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le crowdfunding ou le crowdsourcing, pardon, c'est en fait, il s'agit de l'externalisation ouverte. C'est la capacité d'avoir accès à des milliers et des centaines de personnes et de leur demander de faire quelque chose qui peut potentiellement vous aider dans le contexte de l'évaluation. Historiquement, le crowdsourcing ou l'externalisation ouverte a été utilisé pour traduire des recherches, c'est afin de produire des résultats aussi bons que ceux des traducteurs professionnels, réviser les sites web. Il y a des cas où certaines personnes ont eu un accident d'avion dans une région très éloignée de la civilisation et grâce à les chercheurs ont pu obtenir 50 000 personnes qui ont pu réaliser des images de satellites afin de trouver le lieu de l'accident. Il y a donc aussi le potentiel d'utiliser le crowdsourcing afin de valider des instruments et de tester afin de s'assurer qu'ils représentent effectivement ce que vous souhaitez qu'ils représentent. Et cela est aussi utilisé pour la visualisation de données. C'est un autre des domaines dans lesquels je participe. L'une des choses que j'ai fait dans le passé, c'est que, par exemple, j'ai publié, quand je travaille sur un nouveau rapport d'évaluation, parfois j'utilise le public et je publie cette évaluation en ligne et je demande qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce que vous comprenez par cela, afin de m'assurer que ce que je pense que le message, quel est le message, je m'assure qu'il soit effectivement bien reçu. Ceci est donc un exemple sur lequel nous pouvons faire un clic sur l'évaluation pour voir quel est le message le plus clair et cela m'aide à, disons, concevoir ces outils et ces techniques de manière efficace. Alors, comment avoir accès à ceci? Eh bien, il y a certains sites web qui nous permettent d'avoir accès au public, mais l'un des plus utilisés est Amazon Mechanical Turk. Mechanical Turk, c'est l'un des plus grands, les mieux connus. Il y a beaucoup d'études qui l'ont utilisé. Ils ont à peu près un demi-million de personnes autour du monde qui se concentrent surtout dans le sud-est de l'Asie et le nord de l'Amérique. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui travaillent autour du monde et qui ont accès à cela. Je pense que dans les prochaines 5 à 10 années, cela va avoir une représentation encore plus importante de personnes. Alors, au sein du crowdsourcing,
crowdsourcing, voilà, dans MTurk, comme on l'appelle Amazon Mechanical Turk, c'est que nous pouvons développer ce que nous appelons une tâche d'intelligence humaine, HIT en anglais. Nous disons s'il y a un paiement associé, combien de temps nous attendons que cette tâche soit faite. Voilà une image du site web et voici, disons, les informations qui sont rassemblées ici. Et après, cette tâche est publiée en ligne et selon les paramètres que vous avez établis, les limites des tâches, le paiement, les personnes vont alors commencer à travailler sur cela. Si vous souhaitez par exemple évaluer une enquête ou un sondage pour voir si les personnes l'ont effectivement bien compris, vous pouvez le publier, demander à 50 personnes de remplir cette tâche et quand cela est fait, alors le HIT, disons, la petite annonce est éliminée du site web. Il y a un autre site web dont plusieurs personnes ne connaissent pas et il s'appelle TurkPrim. Et ce qui est intéressant sur TurkPrim, c'est que cela a été construit pour les chercheurs, pour les évaluateurs. Cela vous permet d'avoir davantage d'outils que nous pouvons utiliser quand nous souhaitons développer. Tout cela, c'est aussi du point de vue est-ce que cela est abordable? Eh bien oui, parce qu'il y a une structure de paiement. Fondamentalement, si vous arrivez à avoir plus de 10 répondeurs, vous avez des commissions. Si vous avez moins de 10 personnes, alors la taxe de commission sera inférieure à 10%. Donc, vous passez, disons, 100 dollars américains, Amazon va prendre 40 de plus si vous arrivez à avoir plus de 10 participants. Ce que TurkPrim fait, c'est qu'il inclut quelque chose qui s'appelle les micro-batchs, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plus de 10 répondeurs. Et une fois que ces 10 répondeurs ont réussi à remplir la tâche, alors vous pouvez continuer à faire des groupes de 10 jusqu'à avoir 100 personnes. Cela réussit à avoir donc la commission à niveau abordable. Alors, je voulais juste vous donner une idée de ce que c'est que la pratique. Alors, il y a un concept qui s'appelle la sagesse des masses ou des multitudes. C'est les foules, la sagesse des foules. Le fait, c'est que vous arrivez à obtenir la perspective de beaucoup d'individus. Eh bien, cela vous aide à analyser, à prédire, à avoir contrôle sur plusieurs variantes, mais il faut comprendre le niveau d'optimisation, c'est-à-dire que le groupe, la foule, la multitude de gens doit être diverse, sinon si tous ont les mêmes expériences, les mêmes origines, le même âge, cela ne va pas vous produire les meilleurs résultats. La diversité est très importante. La personne qui répond ne doit pas savoir ce qu'une autre personne a dit comme réponse, la manière dont cette personne a répondu. Donc, cette plateforme de crowdsourcing fait en sorte que les gens n'ont pas la possibilité de savoir comment les autres répondent. Et chaque décision doit être basée sur les connaissances individuelles au niveau local, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas demander à la foule de faire des commentaires sur les performances d'une personne en particulier parce qu'ils n'ont pas d'informations sur cet individu, cette personne. Donc, lorsque vous posez les questions, il faut savoir si vous demandez des avis sur différentes questions qui seraient peut-être pertinentes à votre évaluation, est-ce qu'ils ont l'arrière-histoire pour y parler. Et en fin de compte, les réponses doivent être agrégées, donc c'est-à-dire l'idée que les moyens, les tendances centralisées au niveau des réponses vous donnent la possibilité de fournir une meilleure réponse, c'est-à-dire au niveau des avis. La bonne réponse se trouve où se situe la moyenne. Donc,
Donc, d'un point de vue méthodologique, les implications de cette crowdsourcing ont beaucoup à faire avec, pour moi au moins, avec des méthodologies quantitatives et qualitatives, en plus au niveau des méthodologies d'évaluation. Donc, au niveau quantitatif, la foule peut être utilisée comme source de comparaison. Et nous avons fait des études dont je n'ai pas suffisamment de temps pour en parler, mais si vous regardez dans ma présentation, vous pouvez voir que nous avons fait des foules aléatoires avec des groupes de contrôle générés à partir de cette foule où on a testé des différentes variables de résultats. Et donc, on avait des conditions de contrôle et on avait aussi un groupe de comparaison dérivé à partir de la foule où on a pu aligner la foule et la foule crowdsource. Et l'une des questions qu'on voulait trouver une réponse, c'était de savoir si la foule fournissait les mêmes résultats que les groupes contrôlés à produite. Et à partir de nos analyses, on a réussi à faire cela. Je ne dirais pas qu'il s'agit Je dirais pas que je suis très prudente au niveau de ce résultat et je pense que nous avons besoin de d'autres études, mais je voudrais faire un test de concept pour voir si c'était quelque chose qui serait possible comme outil potentiel. Et les détails de cette étude sont présentés et je voulais l'inclure ici dans la présentation parce que je savais que cette présentation serait disponible, donc je voulais fournir ces informations pour vous. D'un autre point de vue, nous avons beaucoup de potentiel d'un point de vue d'analyse mixte. Est-ce que cela peut être utilisé pour regarder les données qualitatives? On a fait des études pour essayer de répondre à cette question. L'étude de base qu'on a faite, c'était sur ce test de concept où on avait affiché un entretien avec un étudiant et on a demandé à la foule de compléter deux différentes tâches, donc d'évaluer l'expérience de l'étudiant. Est-ce que cette expérience était bien, bonne ou mauvaise sur une échelle? Et ensuite, il a fallu qu'il sélectionne le texte à partir des entretiens. Donc, c'est-à-dire non seulement avoir un avis, mais il fallait lire le texte et trouver des éléments de soutien. Et on a fait cela à 5 reprises parce que je voulais tester, de savoir si c'était fiable, pour savoir si c'était consistant. Si j'affichais cela dans un mois, est-ce qu'on aurait les mêmes données ou est-ce qu'il y aura un flux au niveau des informations? Donc ensuite, ce que nous avons trouvé, c'était des tâches comme ça. Il a fallu cliquer sur le texte sous-jacent et nous avons trouvé, si vous regardez à droite, la colonne de droite, à travers les différents échantillons, les expériences de l'étudiant au lycée, à l'université, les réponses étaient similaires au niveau de l'évaluation. Cela était donc une chose intéressante. Il y avait un niveau de fiabilité importante et voilà les premières sélections à travers les 5 différents échantillons, c'était le texte identifié le plus souvent. Donc il y a beaucoup de fiabilité où on a pu identifier à travers cette approche crowdsourcing qu'il y a des implications intéressantes pour ces études. J'ai fait d'autres études, encore une fois, qui ont rajouté une complexité, mais une chose que je voulais souligner, dans cette étude, on a demandé à ceux qui identifient les choses qui étaient positives dans le programme, les choses qui étaient neutres dans le programme et les choses qui n'étaient pas bonnes dans le programme. À partir des entretiens. Et ce qui était fascinant là, c'était un niveau de complexité rajouté où on a demandé à ceux qui se focalisent plus aux différents niveaux et à travers les 3 différents échantillons, on a eu les mêmes résultats. Donc en bleu, en neutre, positif en vert et rouge, quelque chose qui a été perçu comme négatif. D'un point de vue d'implication, cela a le potentiel de nous aider. Cela ne remplace
pas une analyse qualitative, mais cela nous donne un autre point de vue sur ces types d'entretiens produites. Et cela peut avoir son utilité. Voilà, une autre étude où on leur a demandé, vous savez comment on développe des théories de programmes selon notre approche à l'évaluation, mais l'une des choses qu'on voulait faire, c'était de savoir si la foule était capable d'identifier ces différents résultats suite aux entretiens, savoir si la foule pouvait les identifier, les voir dans les textes afin de comprendre donc cette théorie de programme, les modèles et les résultats attendus afin de les voir dans ces entretiens. Donc dans ce cas spécifique, on s'est focalisé sur les résultats immédiats et ensuite on avait une série de textes qu'ils ont lus. Et ce qui était bien dans cette étude, cela nous a démontré la manière dont différents individus voyaient ces résultats de manière peu différente, c'est-à-dire la perception d'un soutien académique au milieu. Ce qu'on a vu là, c'était que deux individus ont vu cela comme une chose positive. Donc l'expérience qu'ils ont eue au niveau de ce soutien académique fait partie de ce programme. Ensuite, la troisième personne avait dit qu'ils avaient vu ça d'un point de vue plutôt négatif. Donc, on a pu faire des analyses très intéressantes sur la manière dont ce programme a été mis en œuvre et à quoi cela ressemblait. Ce qui nous a permis de ne pas montrer uniquement ses perceptions au niveau du soutien, mais s'il s'agissait de quelque chose de positif ou négatif avec le texte sous-jacent pour aider les analyses aussi de différents points de vue. Voilà encore une fois un aperçu de cette étude. Et voilà, cela c'est pour info. Donc cette étude s'applique très bien et pratique d'évaluation, surtout parce que ceux qui collectent des réponses ouvertes aux enquêtes, parfois, nous n'avons pas suffisamment de temps pour pour évaluer ces réponses ouvertes et les catégoriser et faire les analyses. On a fait un test pour voir ce que la foule pouvait faire pour nous si on leur fournissait une structure thématique afin d'avoir avec des réponses ouvertes. On avait des éditeurs formés qui faisaient les analyses de manière traditionnelle. Ensuite, les unturkers qui ont suivi une formation et l'accord entre les codeurs formés et que je ne vois pas là, mais en fait, parmi les résultats, 87% des codeurs, il y avait un accord. Et cela a varié de 60%, c'est-à-dire pas très bien, selon la manière dont on a suivi ces résultats. Mais l'accord sur les moyens était au niveau de 80%, 85%, 90% et parfois même 100%. Donc le lien entre les résultats pour les réponses ouvertes et ce qu'un codeur formé ferait. Donc le potentiel ici nous a permis de faire une évaluation utilisée avec un niveau élevé de fiabilité. Donc en dernier lieu, je voudrais vous montrer une étude pour montrer le sens où on va. Cela est en lien avec l'utilisation de crowdsourcing pour générer des critères c'est-à-dire identifier différents programmes qui cherchent à servir le public d'une manière ou d'une autre, mais souvent le public a une impression indifférente par rapport à ce qu'il considère importante. Et cette étude a été menée par un de mes anciens étudiants qui a essayé de voir si la foule pouvait générer des critères d'évaluation, c'est-à-dire dans des écoles
programme de maternelle. Ce qu'on a essayé de faire, c'était de montrer si oui ou non ils arrivaient à faire cela. Et les détails de cette étude sont présentés, mais une phase spécifique, mais une chose que je voulais vous signaler, dans cela sera la dernière chose que je vais vous montrer. Une chose que je voulais souligner, c'était qu'ils arrivaient à souligner les critères qui étaient à la fois importantes et consistantes aussi. Ce qui veut dire, à travers les différents échantillons, il y avait les mêmes critères, mais lorsqu'on a posé la question plus tard pour savoir ce qui était la chose la plus importante, la colonne importante et consistante nous montre les critères clés qu'on a pu utiliser et ensuite on a pu partager ces critères avec les évaluateurs experts qui travaillent dans ce domaine. On avait donc deux listes créées par des experts et ensuite par la foule. On a demandé quelle liste ils utiliseraient et dans les réponses, les experts ont dit que les deux critères étaient les deux valables et ils utiliseraient des éléments des deux. Donc il y a cette perspective du public sur les critères qui étaient perçus comme valables par les experts, par les professionnels. Donc il y a un potentiel de développement là aussi. Ceci étant dit, je vais terminer afin de vous donner la possibilité de poser des questions. Donc, c'est à vous. Merci, Tarek. Nous avons bien des questions, donc je vais vous les lire et ensuite je vais vous les envoyer. Nous avons 3 minutes ici pour les questions, donc je vais essayer de faire cela rapidement. Tout d'abord, nous avons une question sur la facilité d'appliquer cette étude qualitative de crowdsourcing. Ensuite, nous avons des questions sur les échantillons dans ces études. Tout d'abord, savoir comment personnaliser, sélectionner le groupe cible. Et ensuite, lorsque vous parlez de crowdsourcing, quelle taille d'échantillon est-ce que vous allez considérer? Est-ce que c'est différent de toute autre étude d'évaluation? Ensuite, comment faire en sorte que vous avez des réponses de bons échantillons? Est-ce qu'il y a un soutien au niveau de l'analyse des données? Ensuite, il y a des questions sur lesquelles les tâches de l'intelligence humaine, pour s'assurer que ces tâches d'intelligence humaine sont assurées par les gens à travers le monde. Donc d'abord, je vais vous passer la parole. Ensuite, je vais vous envoyer ces questions. Je m'excuse de faire ça, de vous précipiter, mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Ok, donc je vais donc répondre des questions sur ces échantillons. Vous pouvez sélectionner les critères si vous voulez des individus à travers les régions. Leur site web vous permet de faire cela. L'autre option, c'est de l'inclure dans votre enquête pour ceux qui ne sont pas qualifiés en termes de gens que vous recherchez. Ils ne répondent pas à l'enquête par rapport à ceux qui continuent. Donc la qualité des données, il y a eu beaucoup d'études de réplication que je les nommerai au niveau de psychologie, sociologie, où il y a eu l'établissement de théories et de résultats qui sont en lien avec une réplication à plusieurs reprises. Donc ce qu'ils ont fait au niveau de tests de qualité, ils ont mis ces études de concept sur les plateformes crowdsourcing et ensuite la foule a produit les mêmes résultats. Donc il y a cette question qualité. Donc il n'y a pas beaucoup d'encourageants à mentir ou de tricher de manière généralisée. Cela se passe, mais peu souvent. Ce n'est pas quelque chose qui se passe très souvent, donc principalement parce qu'il y a un mécanisme de retour qui va en lien avec l'approbation. Chaque individu a un pourcentage d'approbation, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à achever leur tâche et s'ils n'ont pas complété leur tâche, ce taux baisse. Donc il y a des vérifications qui maintiennent la qualité de
de ces réponses. Donc voilà, je pense que je n'ai plus de temps pour répondre.